Bonjour à tout le monde. Pardonnez-moi, j'ai déjà épuisé tout mon français avec cette phrase. Je veux vraiment remercier Manuel, l'équipe Rencofor et vous tous d'être ici et de m'avoir invité à donner cette présentation. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je suis heureux et honoré d'être ici. Premièrement, je pense que Rencofor est un des réseaux de suivi des forêts les plus fructueux parmi les pays européens. J'ai eu le plaisir d'y contribuer un peu à l'occasion de quelques projets. Et j'ai la chance, ici, de revoir les collègues et amis rencontrés au cours de ces collaborations depuis plusieurs années. L'autre raison pour laquelle je suis également heureux et honoré, c'est que je suis ici pour représenter le PIC Forêt. Le PIC Forêt est sans doute le programme de suivi à long terme des forêts le plus vaste au monde. J'ai donc une certaine responsabilité et un réel honneur à être ici. Je dis souvent que j'incarne en quelque sorte le principe du PIC Forêt. Je suis un scientifique italien qui travaille en Suisse et qui a été désigné par l'Allemagne pour une organisation internationale. Je pense que c'est tout à fait dans l'esprit du PIC Forêt. Et c'est pourquoi j'aimerais maintenant présenter en quelques mots le PIC Forêt, avant que nous passions aux 3 présentations suivantes. Comme vous pouvez le voir, le sujet de cette présentation est d'expliquer en quoi nous avons toujours besoin d'un programme européen de suivi des forêts et de communiquer sur l'expérience du PIC Forêt en la matière. Ici, je veux juste expliquer ce que signifie le PIC Forêt et quel est son positionnement dans le paysage mondial et européen. PIC correspond à Programme international concerté et la suite renvoie à la surveillance des effets sur la pollution atmosphérique sur les forêts. Donc le PIC Forêt fait partie des Nations Unies, De la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies et de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Cette convention a été établie en 1979 dans une période de grande inquiétude vis-à-vis de la pollution atmosphérique et de ses conséquences potentielles, en termes de déclin, voire de mort, d'une grande partie des forêts européennes. En termes d'échelle, je dirais que cette inquiétude était comparable à celle causée aujourd'hui par le changement climatique. C'était une préoccupation très sérieuse et vous voyez que même un magazine international comme Time l'exprimait de façon très explicite. Maintenant, nous savons par chance que cette inquiétude ne s'est pas réalisée. Peut-être parce que les contre-mesures nécessaires ont été prises. Mais néanmoins, je voudrais vous dire en quoi l'infrastructure qui a été mise en place est toujours pertinente pour beaucoup de sujets différents et pourquoi nous en avons encore besoin. Tout d'abord, je voudrais commencer par des informations de base qui serviront aux présentations suivantes sur les infrastructures et méthodes. Comme je l'ai dit, le PIC Forêt dépend de la Convention des Nations Unies sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Il a été établi en 1985 et compte aujourd'hui quelques 42 pays participants. Le PIC Forêt vise à obtenir de l'information à long terme et à une vaste échelle sur l'état des forêts et sur les relations de cause à effet sur cet état. Quels sont les facteurs qui peuvent causer des problèmes, des déséquilibres, une mauvaise santé ou une faible croissance dans nos forêts? 2 réseaux de suivi ont été conçus à cet effet, appelés Niveau 1 et Niveau 2. En France, comme dans beaucoup d'autres pays européens, vous avez les 2. Et Rencofor appartient uniquement au programme de Niveau 2. Et le plus du PIC Forêt est qu'il attache beaucoup d'importance à l'harmonisation de ces méthodes, à l'assurance qualité et au contrôle qualité. Au final, ce que nous faisons dans le PIC Forêt, c'est collecter, valider, traiter, stocker et fournir des données.
à l'intention des scientifiques, des collectivités, du public, selon notre politique de mise à disposition des données. Et ces données portent sur la santé des forêts, la croissance, la diversité, la phénologie, la composition chimique des dépôts atmosphériques, l'ozone troposphérique, comme vous le verrez plus tard. Les réseaux sont assez différenciés. Ici, nous avons le niveau 1, conçu pour fournir un bilan périodique des variations spatiales et temporelles, de l'état des forêts ou de leur santé, comme cela a été dit plus simplement. L'état des arbres, du sol, de la nutrition foliaire, selon un maillage systématique, avec environ 6000 placettes à travers l'Europe. Je crois qu'il y en a même eu jusqu'à 8500 renseignés dans la base de données. Nous relevons l'état de santé des arbres tous les ans, l'état des sols, tous les 10 à 15 ans environ. La nutrition foliaire et la diversité de la flore une seule fois au cours de la dernière décennie, sans répétition prévue ultérieurement. Le niveau 2 n'est pas conçu sur une base systématique, mais plutôt sur la base d'études de cas. L'intérêt est d'observer l'état d'un écosystème sélectionné et de mesurer différents paramètres de cet écosystème. Depuis la santé des arbres, leur croissance, la diversité, jusqu'à la chimie du sol, à la nutrition foliaire et aux dépôts atmosphériques. En somme, ça couvre presque toutes les composantes de l'écosystème. Et ça a été fait sur un ensemble de 40 à 800 sites, selon le paramètre considéré. Une autre force du programme, c'est son organisation et ses panels d'experts. Des scientifiques qui travaillent ensemble depuis presque 3 décennies, je pense que c'est une prouesse exceptionnelle. Je ne connais pas d'autres programmes de grande échelle qui aient été capables de fédérer des gens de toute l'Europe pendant si longtemps. Ça n'a pas été sans discussion. La discussion est même inhérente à ce programme. Et je pense que c'est ce qui fait sa richesse par la discussion, de développer des méthodes pouvant être ensuite appliquées au niveau européen. Bien sûr, il y a toujours des incidents, des problèmes ici ou là. Mais je pense que ça se produit presque partout, et que c'est inhérent à la nature d'un programme d'échelle aussi vaste. Nous avons donc des experts pour presque tous les aspects que nous mesurons. Et ils se réunissent pour élaborer des procédures communes d'assurance qualité, comme nous l'expliqueront après nos collègues ici présents. Une autre de nos forces est ce que nous appelons la base de données collaborative. Il y a beaucoup d'autres réseaux en Europe, comme par exemple celui des inventaires forestiers nationaux, qui, pour des raisons historiques, suivent un chemin différent. Les inventaires forestiers ont été conçus sur des fondements purement nationaux, depuis les années 1920, au moins pour les pays scandinaves. Aujourd'hui, nous assistons à une phase de rapprochement et d'harmonisation de leurs résultats. Le pic forêt a eu une approche différente. Il est né au niveau international. La dimension internationale est donc réellement à l'origine du pic forêt. Ainsi, toutes les méthodologies pour la collecte des données et pour leur convergence vers la base de données centrale ont été conçues depuis le départ dans un but d'harmonisation. Vous pouvez vous demander si on y est réellement arrivé. Je dirais oui, pour le plus gros. Et c'est là un autre de nos points forts. Des procédures consolidées pour la vérification, le contrôle des données, et pour leur mise à disposition de tous les scientifiques qui en ont besoin. Alors, toute cette activité développée depuis ces 30 dernières années est-elle pertinente et à quelle fin? J'ai déjà dit que le programme répondait à une demande politique, dont l'origine était l'inquiétude soulevée par la pollution atmosphérique et par ses effets sur les forêts. Aujourd'hui, il répond non plus à une seule, mais à plusieurs demandes politiques. Nos données servent par exemple à renseigner au moins un des 6 critères de gestion durable des forêts. Si vous lisez le rapport sur l'état des forêts européennes, les données sur le critère 2 proviennent presque toutes du pic forêt.
Il est pertinent vis-à-vis du changement climatique et à plusieurs titres. Nous mesurons tout ce qui est nécessaire pour estimer, par exemple, la contribution de la forêt à la séquestration de carbone, mais pas seulement. À partir de nos données, par exemple, Anne Winkel et ses collègues ont pu modéliser la valeur future des forêts dans les prochaines décennies, en tenant compte des effets du changement climatique et des changements de répartition des espèces forestières. Et ils ont réussi à publier leur article dans Nature Climate Change. Il est pertinent pour la biodiversité. Nous collectons des données non seulement sur la diversité des arbres forestiers, mais aussi des plantes vasculaires ou des lichens sur un grand nombre de sites. Tous trois, gestion durable des forêts, changement climatique et biodiversité, sont toujours des thèmes très prégnants dans l'agenda politique. Et ce sont des sujets sur lesquels nous pouvons apporter une contribution. Je pense que nous sommes pertinents en termes de couverture. Nous travaillons sur une vaste échelle, en Europe et au-delà. Grâce à ça, nos sites englobent tous les principaux types de forêts d'Europe. En fait, je dirais que la classification des types de forêts d'Europe repose, dans une large mesure, sur les données du pic forêt. La couverture vaut aussi dans le temps, sur le long terme, c'est-à-dire depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui pour les séries les plus longues. Nous sommes pertinents en termes de couverture des processus et des composantes de l'écosystème. Voici un vieux schéma de Wim de Vries et al. Mais il reste d'actualité, je pense. Il vous montre la matrice complexe des mesures et des connexions entre différentes composantes de l'écosystème, différentes variables, que nous pouvons être en mesure d'étudier avec nos données. Enfin, nous sommes pertinents pour la science, et je dirais même de plus en plus. Vous pouvez voir ici la progression du nombre cumulé d'articles scientifiques, fondés sur les données du pic forêt depuis 2003. Aujourd'hui, nous en sommes aux alentours de 250 articles scientifiques et vous pouvez voir une brusque accélération à partir de 2012, à peu près au moment où nous lancions les colloques scientifiques du pic forêt. Nos données sont donc de plus en plus utilisées et ces dernières années, nous avons reçu plus de 125 demandes de chercheurs intéressés par notre travail. Et nous sommes pertinents pour la gestion forestière. J'ai utilisé une figure de la politique de la ressource en bois en Suisse, juste pour démontrer que même des sujets qui paraissent très éloignés des enjeux liés à la pollution atmosphérique considèrent différents facteurs qui peuvent affecter la ressource en bois dans le futur. Le climat et d'autres facteurs de stress ont à voir avec la production de bois et seront certainement à considérer dans l'avenir. Avec nos mesures, nous pouvons fournir aux forestiers des informations sur les facteurs qui affectent la santé des forêts, la diversité, la croissance, et sur la façon dont les forêts vont répondre demain au changement climatique. Le pic forêt fournira aussi des données sur les espèces invasives. Il fournira des données pour élaborer une gestion adaptative vis-à-vis du climat. Je pense que c'est aussi particulièrement pertinent et qu'une grande part du potentiel du pic forêt est encore inexploité. Enfin, pourquoi notre programme est-il encore nécessaire? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Par exemple, en termes de politique. Notre programme a un fondement politique. Donc, les enjeux politiques sont un déterminant important de notre développement. Les priorités changent. Vous voyez le même magazine à 25 ans d'intervalle. Le premier montrait un sapin dans un cercueil. Le second parle de la guerre contre le changement climatique. Donc les priorités politiques ont changé, changeront et changeront encore. Mais elles sont toujours de dimension internationale. Et nous sommes un programme international. Concernant les échelles, nous embrassons les échelles écologiques, spatiales, économiques et temporelles depuis plusieurs décennies. Et nous avons un rôle de pivot à jouer face à plusieurs enjeux scientifiques, et particulièrement quand il est question d'harmonisation, de coopération et de partage d'informations. Mais comment y arriver? Nous devons parvenir à obtenir des données comparables. Ça signifie notamment que nous devons pouvoir nous fonder sur des plans d'échantillonnage comparables, sur des collectes de données comparables.
une assurance qualité, ainsi que des traitements de données comparables. Comment y parvenir sans avoir au départ des méthodes comparables, par exemple? Et comment avoir des méthodes comparables sans une coopération internationale? Je suis sûr, et je le dis depuis longtemps, que si pour une raison quelconque nous arrêtions le programme international concerté pour la surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts, d'ici quelques années, il y aurait quelqu'un pour se plaindre. Pourquoi n'avons-nous pas de programme de suivi européen de forêts? J'en suis convaincu, et j'en termine là-dessus. Pour présenter la suite de la session avec nos 3 orateurs, que vous pouvez voir à la fois à l'écran et sur cette scène aujourd'hui. Niels Koning parlera de l'assurance et du contrôle qualité au sein du Peak Forêt. C'est un aspect très important, comme je vous le disais. Mathieu Jonard nous parlera de la nutrition des arbres en Europe et de cette détérioration dans les années passées. Enfin, Markus Schaub nous parlera d'une autre menace que l'ozone pourrait faire peser sur nos forêts. Je vous remercie pour votre attention et j'invite maintenant Niels à ce pupitre. Merci.